Bonjour à tous, petite vidéo assez spéciale aujourd'hui. Donc, on va faire un podcast avec un très bon pote à moi qui est Thibaut ici. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. L'idée ici, c'est de répondre à vos questions, toutes les questions qui m'ont été le plus posées dans la communauté et tout simplement de vous donner un maximum de valeur comme d'habitude. Donc, on va les prendre une par une. Il y a beaucoup de questions business, comme la plupart d'entre vous qui me suivez. Vous avez une agence, etc., ou un business de freelance et vous voulez scaler. On va aussi faire une petite partie un peu plus personnelle, paradigme, mindset, etc., pour vous dire ce qu'on pense de différents sujets qui vous intéressent. Donc on va aller directement. Déjà Thibaut, merci d'être venu, d'avoir Merci pris pour ton temps. l'invitation. Si tu peux te présenter rapidement et comment on se connaît, etc. Magnifique. Ça fait 4 ans que je lance mon business en ligne et actuellement j'aide les gens à se lancer dans le coaching pour quitter leur job en partant de zéro grâce à Instagram en monétisant une audience. Donc on a un peu des. On aide les gens à se lancer. Là, t'es vraiment passé sur cette. En fait, maintenant tu fais scaler les agences, c'est juste. Ok. Moi je suis parti vraiment, je fais partie de zéro jusqu'à un. Et qu'on s'est connu avec First Man, un groupe Chris, en anglais exactement, avec Chris, avec lequel était parti à Bali, avec lequel on allait à Budapest. C'est là qu'on est vraiment devenus potes. Et un mec. 100%. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ah tu connais Chris aussi, etc. Donc c'était assez sympa de voir à quel point le monde est petit. Écoute, on va y aller là, direct. Aïe aïe aïe, let's Tu go. vas me poser les questions qui fâchent et on va essayer d'y répondre comme d'hab en détail, sans bullshit et vous donner un maximum de valeur. Aïe aïe, la première. Est-ce que le SMMA est saturé? Ouais, donc celle-là, c'est probablement celle que j'ai le plus. Donc la réponse courte, c'est oui. Ok, la réponse courte, c'est clairement oui. Vendre des services un peu commoditaires comme on le faisait en genre 2018-2020. Donc, ouais, je te fais du site web, je te fais du SEO, je te fais du montage vidéo, etc. Et les packager comme de simples prestations de services, ça marche absolument plus aujourd'hui si tu es débutant, que tu n'as pas de personal brand et que tu veux vendre ça en high ticket. Ça devient très très difficile. Il y a clairement une barrière à l'entrée qui est trop compliquée à atteindre quand on n'a pas d'historique. C'est pour ça que ce que je fais, donc notamment avec les gars que j'accompagne et même dans ce que je partage dans YouTube, c'est commencer à vendre des transformations. Au lieu de vendre la prestation, vendez la destination finale que le prospect veut. Parce que finalement, le prospect, il s'en fout du SEO, il s'en fout je sais pas, de faire du montage vidéo. Ce qu'il veut, c'est ce que va lui apporter le SEO, ce que va lui apporter le site web ou peu importe. Et donc l'idée, c'est de se positionner comme la personne qui va t'installer ou te vendre le véhicule qui va t'amener à cette situation désirée. Donc, exemple typique, les gens, quand ils emploient un média buyer, ils veulent, je sais pas, générer du prospect à bas coût, du prospect qualifié à bas coût, pour pouvoir ensuite avoir des rendez-vous, des estimations à bas coût et pour pouvoir ensuite closer des clients. Ok, et créer de la prédictibilité dans leur système d'acquisition. C'est ça qu'ils veulent. Donc, autant leur vendre la destination finale directement. Ça peut être des offres de type je sais pas, je t'installe un système automatisé pour garantir 30 à 40 rendez-vous qualifiés sans avoir à dépendre du bouche à oreille. Ça, c'est une offre infiniment plus intéressante et tu te positionnes plus comme juste du SMA traditionnel, mais comme un partenaire de croissance. Hmm. Et c'est vraiment ça, moi, que j'essaye de pousser. Donc voilà, ça, Du c'était coup, la réponse longue. est-ce que c'est trop tard pour se lancer? En fait, je dirais que les skills dont tu as besoin pour lancer une agence SMA traditionnelle, de toute façon, c'est des skills qui ont énormément de valeur. Donc, de toute façon, il faudra bâtir les skills à un moment ou à un autre. Maintenant, si on se lance aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, là, 2025-2026, s'il se lance sur ce genre de véhicule-là, sans aucun historique, c'est littéralement jouer au jeu en mode difficile, tu vois, en mode apocalypse. Parce qu'il est dans une situation où les agences qui font déjà ça, donc du SMA traditionnel, etc., elles ont, elles ont un historique, etc., elles ont de la data, des études de cas et autres. Mais lui, il arrive comme un mec random et il vend la même commodité que d'autres personnes vendent peut-être moins cher ou alors au même prix que lui, mais avec une meilleure social proof. Et c'est très difficile. Donc je dirais que c'est trop tard si on veut continuer à vendre ça comme on le faisait en 2018-2020, où c'était simple. Genre les gens, littéralement, tu les textais, tu leur disais je vais booster ta visibilité grâce au marketing digital. Genre un truc hyper vague qui aujourd'hui résonne plus du tout. Ça marchait. Aujourd'hui, c'est mort. Il faut être hyper spécifique. On réalise pas, mais 2015-2018, ça fait bientôt 10 ans que tous ces business sont lancés. Et forcément, il y a une tolérance qui est montée. Exactement, ils deviennent juste insensibles en fait. Ouais. Les mecs sont en mode ah ok c'est encore un de ceux-là, ok je vais juste les juger sur le prix du coup. Parce qu'il n'y a plus de jugement sur la valeur, parce que la valeur apportée ou la valeur perçue elle est la même. C'est genre il va me faire un site web donc c'est une énième dépense dans mon business. Ils voient plus ça comme un investissement. D'ailleurs, et du coup, en fait, ils sont super sceptiques, objection du concurrent à chaque fois. D'ailleurs, Clairement. ça me mène à la deuxième question, c'est comment s'améliorer en closing en sachant que les prospects sont de plus en plus sceptiques? Ouais, donc celle-là aussi c'est un gros point de tension parce que encore une fois le marché il y a quelques années il était dans cet état-là de nouveauté. C'est-à-dire que
tu lui parlais de ce vocabulaire-là, tu disais publicité payante, publicité méta, etc. Ils avaient un peu des étoiles dans les yeux parce que c'était nouveau. Un peu similaire à ce qui. De toute façon, je pense qu'il y a des questions là-dessus. On peut en parler plus tard. L'IA en ce Ouais. moment, bah, c'est c'est le même phénomène. C'est que on a atteint un niveau de sophistication où c'est the new thing qui arrive. Et du coup, bah, ils l'achètent sans même nécessairement réfléchir à si c'est bon pour eux ou pas. Donc maintenant, on est dans une situation complètement différente. Ce qui fait que pour closer ce genre de clients-là, donc des prospects froids, il faut créer beaucoup plus de trust en amont. Donc c'est beaucoup plus compliqué de closer. Je pense c'est pour ça que les gens me posent ce genre de questions en story sur Insta. La méthode que j'aime privilégier pour ça, c'est pré-vendre plutôt que de vendre. C'est de faire en sorte que le temps que ton prospect arrive sur l'appel de vente, il te connaisse déjà, il sait ce que tu fais, pour qui est-ce que tu as aidé, quel genre de transformation tu as pu les aider à atteindre, comment tu le fais, etc. Et- Et quand tu es dans cette position-là, en fait, tu vas avoir deux effets. Déjà, ton taux de show-up, il va augmenter. Parce que bah, le mec, enfin, il y a beaucoup de personnes là qui sont juste dans une situation où ils se disent ah, c'était quoi ce call déjà. Ouais. C'était pourquoi que j'avais booké ça. Hop là, il cancel ou alors il no show. Et c'est ta faute parce que t'as pas mis en place tout un workflow, si tu veux, qui va bien le chauffer avant le call pour le rassurer sur le fait qu'il doit. Ouais. Il a tout intérêt, tu vois, à te rencontrer, etc. Donc moi, c'est vraiment une approche que j'aime privilégier, tu vois, pré-vendre plutôt que de vendre. Au lieu de faire des tactiques de closing, ça existe, tu vois, il y a des skills à avoir là-dessus. Mais ça, ça t'amène à avoir des taux de closing bien plus intéressants sur le long terme. Et surtout, quand tu closes ton client, tu as une meilleure relation avec lui parce que tu as créé tellement de confiance en amont avant le closing qu'après qu'il close, il n'est pas dans cette situation où il se dit ah, fuck, je me suis fait manipuler ou machin, il va utiliser des tactiques de Grave. closing ou il t'appelle, il dit non, mais je veux un remboursement, etc. T'as pas envie d'avoir ce genre de client cauchemardesque, tu vois. Donc c'est ça que j'aime privilégier. Et quand on met ça en place, typiquement avec les gars de l'accompagnement, bah ça close beaucoup mieux. Ça close beaucoup mieux parce que juste tu as l'impression de connaître la personne, d'être familier avec elle. Tu es déjà rentré dans tout son écosystème. Et le closing, bah, je sais pas, c'est un appel de collecte de paiement, tu vois. Ouais. C'est même plus, tu vois, c'est genre, ouais, ok, voilà le système, ça te correspond à 100%, ok, let's go. Tout Ok. simplement. Du coup, t'as que les mecs qui sont vraiment intéressés, ceux qui sont pas intéressés, ils se déqualifient d'eux-mêmes, quoi. Ouais, de toute façon, parce qu'en fait, tu as donné tellement d'infos et tu as tellement posé le contexte avant même que le call ait lieu que bah, le mec, soit il se désqualifie tout seul, soit il est encore plus chaud s'il correspond à ton avatar. Ok. Par rapport à ça, est-ce que tu aurais des actions concrètes à mettre en place, admettons que t'es pas dans l'accompagnement Ouais. et que tu veux réussir à nourrir ton prospect avant l'appel? Concrètement, qu'est-ce que moi je pourrais mettre en place? Est-ce que c'est une vidéo de remerciement après qu'il ait booké le call? Est-ce que c'est des follow-up? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Ouais, 100%. Donc, il y a plusieurs choses dans le workflow de prévente. Donc, première chose, c'est déjà la page de la thank you page, comme tu as dit. Ok, donc la page de remerciement. C'est-à-dire que dès que le mec a booké, sur Calendly ou peu importe, tu as le redirect, là, tu peux rediriger un mec vers une autre URL. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'effectivement créer une page comme ça. Donc, dans cette page, ce que j'aime bien mettre, c'est genre une vidéo de confirmation. Donc, en mode félicitations, tu as bien réservé ton appel, etc. Juste pour confirmer ta présence, j'aurais besoin de X, Y, Z. C'est là où tu lui dis, soit dans un endroit calme, blablabla. Tout ce genre de choses. Et en dessous, pardon, il y a deux choses. Je bombarde la social proof. Genre, je mets full résultat client, etc. Des interviews clients, etc. De transformation, du coup, que tu as pu faire, des études de cas. Et ensuite, je partage des value assets ou des sales assets. Hmm. Donc, ça va être, tu vois, des vidéos YouTube middle funnel, genre comment booker des rendez-vous, comment avoir des coûts par lead de X ou comment réduire son coût par acquisition dans ton tunnel de ads, comment créer du contenu YouTube B2B, enfin, des trucs qui vont vraiment intéresser l'avatar. Et donc, ça, c'est un peu. Je montre que je suis crédible, tu vois. Genre, je montre que je sais ce dont je parle. T'as ça, donc ça c'est sur la thank you page. Ensuite, évidemment, les rappels. Donc SMS, très important. Et email, ça c'est le classique. Donc j'en fais genre 3-4 avant le call, tu vois. Dans lesquels je rappelle du coup de visiter la thank you page. Et généralement, j'envoie un document qui est un récap de l'accompagnement. C'est-à-dire comment se déroule l'accompagnement, ce sur quoi on travaille, pourquoi est-ce que c'est important, quelles sont les grosses problématiques que l'avatar a généralement et comment on les résout. Et donc ça, c'est vraiment... Là, si le mec consomme ne serait-ce que 50% de ça, tu sais qu'il est prêt. Tu sais que la conversation va être fructueuse, que ça va aller vite, qu'il n'arrive pas en mode touriste, tu vois, et qu'il sait comment est-ce que tu vas pouvoir l'aider. Ok. Ce qui fait que quand tu arrives en appel, en fait, t'es pas en mode alors salut, comment ça va? Il n'y a pas ce côté gênant, mais il te connaît déjà. C'est ça, ouais. Il n'y a pas ce côté forceur à manipuler, quoi. C'est vraiment une discussion entre deux personnes qui se connaissent C'est déjà. ça, ouais. Et... concrètement, ça veut dire que les prospects que t'as en appel, ils sont beaucoup plus chauds, ils sont beaucoup plus humains. Et en fait, c'est plus une discussion de comment ça va se passer plutôt que est-ce que ça va se passer ou pas, quoi.
Ouais, exactement. En fait, tu as tellement bien posé le contexte avant le call que, une fois arrivé sur le call, il est pas, voilà, il est pas en mode touriste, en mode: «Ah, pourquoi j'ai booké le call déjà?» et cetera. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, très, très souvent. La plupart des agences avec lesquelles je parle, elles sont là à parler de taux de closing et cetera, et très souvent, on voit que le taux de closing, il est pas si catastrophique que ça. Ils ont pas un problème de vente, ils ont juste un problème de show up, tu vois? C'est beaucoup plus simple d'augmenter ton taux de show up de 30 à 50 ou 60 que, de tripler ou doubler ton taux de closing, tu vois? Donc juste en faisant un effort là-dessus, sachant que c'est des choses, automatisables, tu vois? Donc tu mets du Zapier, tu mets Calendly, ils ont déjà des workflows intégrés là-dessus, et voilà, et tu te gagnes énormément de temps, tu closes plus, tu es plus confiant et tu as l'occasion d'être en appel avec des prospects de meilleure qualité. OK. Tu vois, sur Calendly, il y a une comment dire? Un workflow pour envoyer des SMS automatiquement. Il Ouais. y a une sorte de limite chaque mois. Est-ce que tu as déjà fait face à ça ou? Ouais, je crois que ce qui se passe, c'est que, ils l'envoient par email du coup, ils envoient le SMS par email. OK. C'est vrai que ça peut tendre à être problématique. J'avais switché à iClosed pendant un certain temps parce que, bah, à cause de cette problématique justement. OK. Mais globalement, ça c'est pas quelque chose qui m'a vraiment posé problème. Même si c'est vrai que les rappels SMS sont très efficaces. Parce que, enfin, le mec va le voir, c'est sûr, tu vois? Littéralement, ouais. C'est sûr qu'il va le voir, il va recevoir un SMS. Complètement. OK. Et là, on parle des gens qu'on arrive à avoir en appel, mais pour avoir ces mecs en appel, il faut commencer à prospecter. Est-ce que la prospection à froid fonctionne encore? Ouais, mais j'appellerais pas ça de la prospection à froid, tu vois? Genre j'ai un petit jargon avec, le Scaling Lab, donc mon accompagnement. J'appelle ça la prospection à tiède, et en fait, c'est le fait de, faire en sorte de chauffer le prospect immédiatement après le premier contact. Mmh. Donc de toute façon, tu connais bien, c'est le cheval de Troie et cetera de Charlie, et l'idée, en fait, c'est de toujours, comme ils disent, lead with value, tu vois? Genre, tu commences avec de la valeur et quelque chose de vraiment actionnable. Donc typiquement, on va passer par, je sais pas, des notes vocales ou des vidéos dans laquelle on va proposer au prospect une opportunité ou un asset, heu, dans lequel on lui montre comment résoudre X point de douleur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une mini VSL ou une sorte de mini vidéo, dans laquelle on explique concrètement ce qu'on fait, pour qui on le fait, les résultats qu'on a pu générer et cetera. Et donc cette note vocale ou cette vidéo initiale, elles sont là juste pour demander finalement la permission à la personne. Donc ça te permet déjà de te sortir largement de toute la masse de personnes qui premièrement envoient des énormes pavés, heu, de enfin Salut je trouve Abdel, ça, ouais, salut. vraiment, je trouve ça limite irrespectueux, tu vois? Genre tu un énorme pavé comme ça, un business. Tu pars du principe qu'il doit te donner de son temps pour lire cet énorme pavé. Le pavé, il pue l'hypocrisie, tu as 40 000 emojis, tu parles jamais comme ça dans la vraie Non, vie. mais t'inquiète, je viens rien te vendre, hein. Vraiment, vraiment, moi, les emojis, c'est le pire. Parce que tu parles pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça à ton prospect? Tu parles pas comme ça dans la vraie vie. Tu envoies pas 40 emojis, tu dis pas des, «Ravi de me connecter, de rejoindre ton réseau», tu parles pas comme ça. Dans la vraie vie, tu parles normalement, tu utilises un langage, authentique, naturel et cetera. Et le truc, c'est qu'ils comprennent pas que les prospects, ça, ils le sentent. Ça fait depuis, X années qu'ils se font bombarder par des messages qui sont pareils, par des mecs qui ont, acheté aussi la même formation du même gourou, donc ils utilisent le même script que toi. Enfin, ça crée juste une sorte de, tu sais, de shit show, in insupportable pour les prospects. Donc ça te permet de te sortir du lot, et donc dans, cette note vocale et vidéo initiale, comme je l'ai dit, bah, c'est là tu utilises une approche basée sur la permission, et bah, tu lui proposes, de lui donner plus d'infos sur X, Y, résultat désiré, ou X système qui te permet d'atteindre X, Y résultat désiré. Et derrière, tu envoies la mini VSL une fois que tu as sa permission, et là, en fait, c'est là où le prospect, il passe à tiède. OK? Et là, tu lui as rien demandé encore. Tu lui as pas dit, «Viens, on fait un call» et cetera. Tu lui as juste donné de la valeur actionnable pour résoudre la problématique dont tu sais qu'il a. Parce que toi, tu travailles avec une niche, un avatar client bien spécifique. Et derrière, une fois qu'il a reçu cette vidéo et cetera, c'est là où tu lui proposes d'en parler plus en profondeur sur un call et cetera, parce que tu penses que sincèrement, tu peux l'aider à atteindre X, Y résultat. Mais là, le process, tu vois, il est différent, parce que tu as donné, 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 et après tu as demandé un peu de temps et tu l'as justifié, tu vois? La méthode classique de prospection à froid, c'est genre, enfin, moi Je je vois encore des je mecs, je prends, quoi. ouais, ouais, direct, et je vois des mecs qui demandent directement du temps, genre 30 minutes ou 15 minutes de call. Enfin, c'est une folie de demander ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est quelqu'un de complètement froid. Donc la prospection à froid, dans ce sens-là, oui, elle est morte, ça ne marchera pas. Mais si tu as ce genre d'approche-là, surtout mêlé à d'autres choses, tu vois, ton profil, ta personal brand, tout ça, ça a un impact énorme, tu vois. La première chose que les gens font quand ils reçoivent ton DM, bah, ils cliquent sur ton profil. Si le profil, il pue le scam, bah, le mec va pas te répondre, tu vois? Et c'est normal, même toi, enfin moi, ce que je dis à certains des gars que je coach, même toi, tu ne te serais même pas répondu, tu vois? C'est-à-dire si tu avais reçu un message de ton propre profil, tu ne serais pas répondu. Donc pourquoi attendre ça de, tu vois, de tes prospects?
Et une des choses que je vois qui fait le plus la différence, c'est à quel point est-ce que la personne poste. Si je vois qu'il a pas publié depuis genre un mois, je me dis: «OK, ça sent le scam». Clairement. Alors que s'il a publié, il y a marqué genre il y a 4 heures, il y a 2 heures, je me dis: «OK». Même s'il y a peut-être pas beaucoup d'abonnés, même si la trust est pas énorme, je vois qu'il est actif et je vois qu'il avance. C'est pas juste un mec qui est là pour me prospecter, Ouais, tu sens le et me mouvement, fouetter, tu quoi. sens que la personne, elle fait des trucs de sa vie, Exactement. même la bio, enfin la photo de profil, enfin bref, c'est plein de petits détails comme ça, tu sais, c'est des 1 5 qui s'accumulent et après ça devient c'est ça qui fait que ta prospection va marcher ou ne va pas marcher. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure stratégie d'acquisition pour son agence en 2025-2026? Ouais, donc il y a ce truc-là que j'appelle, l'acquisition multimodale, donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, enfin les gars qui regardent mon YouTube, ils sauront de quoi je parle. C'est le fait en fait de créer une synergie entre les différentes sources d'acquisition de trafic. C'est-à-dire que grosso modo, bah, dans le business, tu as 3 manières d'acquérir du trafic. OK, tu en as 4 en réalité, mais tu as la prospection à froid, tu as, le contenu et tu as les ads. La quatrième, qui est un peu un bonus, c'est genre les partenariats. C'est genre quelqu'un te ramène, donc tu as été référé ou peu importe. C'est plutôt un bonus, ça, tu pas envie de vraiment te reposer là-dessus. Mais tu as ces 3 manières-là d'acquérir du trafic et en fait, le truc, c'est que ces 3-là, traditionnellement, les gens, bah, ils choisissent un peu leur team. Ils disent: «Oh non, moi je fais des ads, la prospection ça marche pas. Oh moi je fais du contenu organique, les ads c'est trop cher» ou peu importe, ou «la prospection ça marche pas» et en fait, le truc, c'est que ces 3-là, en fait, ils marchent en synergie et c'est vraiment le système, qu'on met en place nous au Scaling Lab et ce qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est d'avoir les 3 qui marchent en cohérence. Pourquoi? Parce que, tu as envie de jouer sur, ce principe-là psychologique qu'on appelle la loi de la familiarité. En fait, quand quelqu'un te voit partout et qu'il a plusieurs points de touche avec toi, sous différents formats et cetera, il a beaucoup plus tendance à te faire confiance. Parce qu'il est juste en mode: «Ce mec, je le vois partout». Putain, encore lui. Exactement et en fait, quand tu arrives à ce stade-là, là, un peu d'omniprésence, c'est là où ton prospect, il va, juste par un biais psychologique simple, bah, commencer à te faire confiance et ça se trouve, ta formation ou ton agence ou, le service que tu proposes, il est éclaté, tu vois? Il est nul, mais juste parce que tu t'es «établi» entre guillemets en tant que gourou, grâce à la manière avec laquelle tu manipules le trafic et cetera, le mec va te faire confiance et c'est à la fois triste et encourageant, mais, c'est vraiment pour moi, le meilleur système à mettre en place. Ce qui fait que le scénario typique, c'est, je sais pas, la personne te voit en organique sur, un reel Insta. OK, elle se dit: «OK, intéressant». Ensuite, elle va sur LinkedIn et cetera, elle voit un de tes posts LinkedIn. Ensuite, sur Insta, elle, se fait targeter par tes ads, par exemple. Ensuite, quand elle va sur YouTube, bah, je sais pas, avec les cookies, peu importe, elle a encore du contenu, de XY niche avec laquelle tu travailles et là, elle voit une de tes vidéos YouTube long format. Là, tu te dis: «Attends, mais ce mec, je l'ai déjà vu» et cetera. Tu revas sur Insta, tu t'abonnes à lui peut-être. Là, tu as toujours rien fait, hein, tu as pas pris de call, tu as rien fait et cetera. Mais la personne là, elle existe. Enfin, tu existes dans sa tête. Ensuite, je sais pas, il va recevoir un DM, donc le prospect va recevoir un DM d'un de tes setters et heu il va peut-être rien faire, il va peut-être l'ignorer. Ensuite, il va revoir une ad peut-être, tu vois? Et donc, c'est tous ces différents points de touche là Constamment, exactement et en fait, c'est sur du long terme, c'est sur du très, très long terme. Mais tout ce que tu sais, pour sûr, c'est que la personne, elle est rentrée dans ton écosystème et que c'est qu'une question de temps si tu as bien fait les choses avant qu'elle convertisse. Tu vois? Si elle est qualifiée, elle va pouvoir convertir et c'est ça, pour moi, la méthode à mettre en place d'acquisition client. C'est pas un truc très, tu sais, sexy et tout parce que, ça prend du temps à mettre en place grave. et les gens, ils veulent, tu sais, «Ouais, utilise cette ad là et machin et tu lances et tu mets 100 € par jour et c'est bon, tu fais, 100 K par mois». Non, c'est pas comme ça que ça marche. La plupart des gens, en fait, ils ont ce genre de customer journey un peu imprédictible, tu vois? Ils grappillent un petit peu là, ils regardent un petit peu là et cetera, ils reviennent, 2 mois plus tard, ils s'abonnent, enfin, tu vois? Moi, j'ai des gars, que j'ai closés, qui ont closé, genre, sur le call, ils sont venus, ils ont pris un call tout seuls depuis mon YouTube. Ils ne sont pas abonnés à ma chaîne. Littéralement, ils me disent, «Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois que je consomme ton contenu YouTube». Ils sont pas abonnés. C'est-à-dire, j'ai aucun moyen de savoir qu'ils existent, tu vois? Mais il se trouve qu'ils sont rentrés dans mon écosystème par X ou Y porte que je leur ai ouverte et derrière, ils ont converti sur le long terme, tu vois? Et du coup, zéro objection, full confiance. Comment ça Exactement, va? Combien ça coûte? exactement, exactement et c'est ça, en fait, la position dans laquelle tu as envie d'être avec ton business. Mmh. Dans le contenu, il y a une chose qui est difficile, c'est de savoir vendre sans vendre. Comment tu t'y prends pour pas être pushy avec, ton audience? Ouais, donc l'idée, en fait, un truc que j'ai remarqué là récemment dans le marché, c'est que, les gens, ils en ont marre d'avoir des conseils et je pense que ce qui marche vraiment bien aujourd'hui vis-à-vis du contenu et pour pouvoir vendre sans vendre, c'est de juste montrer ce que tu fais. En mode: «Voilà les gars, ce truc-là, ce tunnel de ads, il marche bien ou cette stratégie, de prospection, elle marche bien pour moi en ce moment avec mon agence, donc voilà comment je procède».
vous devriez aller la tester, c'est quelque chose qui m'a apporté X, Y résultats. Et moi, ça, c'est vraiment une approche que j'essaie d'avoir notamment dans mon YouTube, etc. C'est voilà, comment je fais X, Y, Z. Genre, je parle pas d'un truc que je n'ai pas fait. Et l'idée, c'est que ça permet à la personne de juste se sentir, tu vois, je sais pas, bombardé de cadeaux, tu vois. Là, en mode, ah, ok, il donne ça gratos, c'est sympa, tu vois. Et il l'a fait. Plutôt que d'avoir une approche, tu sais, conseil, en mode, voilà les meilleurs. 3 conseils pour Ouais, réussir ouais, sa ouais. prospection en ligne. Exactement. Ouais, exactement. Les gens, ils en ont marre de ça, tu vois. Ils en ont marre de ça. Alors que si tu dis, voilà, ce truc-là m'a booké 6 rendez-vous par jour sur les 2 derniers mois, vous pouvez aller le tester, etc. Là, c'est vraiment stylé. Parce que tu es dans le mouvement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Genre, il y a des trucs qui se passent dans ta vie, tu le montres et tu leur partages gratuitement, quoi. Mais si tu arrives à résoudre ton problème, il va jamais acheter chez toi du coup. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, pourquoi? Bah, en fait, le truc très simple qui se passe dans la tête des gens, c'est que tout le monde est flemmard. Ok. Et simplement, c'est que aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, tu pourrais dire, sur YouTube pour être millionnaire. Mais personne n'est millionnaire. Donc ça prouve bien que l'information, c'est pas le bottleneck, tu vois. La contrainte, c'est pas l'information. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube pour être millionnaire, vraiment. Les gens auront besoin à chaque fois soit de quelqu'un qui s'occupe de l'implémentation, soit quelqu'un qui les aide, les accompagne à faire l'implémentation, genre nous. Donc ça, c'est le biais, en fait, c'est que les gens se disent « Oh non, je vais pas montrer mes secrets, etc. » Je suis en mode « Mec, chill, tes secrets, c'est pas secret. Si on parle anglais, on va les trouver, et ça fait 3 ans qu'il y a un gourou aux US qui en parle, tu vois. » Vraiment, tu vois. Charlie Et Morgan qui est dessus déjà. ouais, voilà, Just Charlie qui en a parlé. Non, c'est vraiment ça. Il y a Sam Ovens 10 ans avant qui en a parlé, tu vois. Et ça, c'est un gros biais dans lequel les gens tombent. Ils se disent non, je vais pas. En fait, tes secrets ne sont pas secrets. Il faut juste que tu arrives à les packager d'une manière à ce que ce soit très facilement digeste, tu vois, et que tu synthétises ça et que tu le packages pour ton avatar client spécifiquement, tu vois. Donc, le seul effet que ça va avoir, si tu veux, c'est que le mec qui va regarder la vidéo, vu que 99,9% du temps, c'est un flemmard, il aura besoin d'aide pour l'implémentation ou il aura pas envie de la faire ou peu importe, bah, il va se dire, ok, ce mec sait faire ce que je veux faire. Donc, je vais le payer pour qu'il m'aide à le faire. Et c'est ça qui se passe en réalité. C'est pas je vais voler son truc et je vais. Il y a des mecs qui vont faire ça, tu vois, mais ça va être 1 sur 1000 de ton audience. Le reste, ils vont juste commencer à te voir comme un expert. Ouais. Ok, magnifique. Du coup, admettons que tu arrives à lancer l'agence. Ouais, quand, qui et comment recruter pour ton agence? Ouais. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Déjà, le recrutement, petite intro là-dessus, c'est pas vraiment pertinent avant d'avoir atteint un certain chiffre d'affaires. Combien? Honnêtement, je dirais que avant d'être à genre 10, 15 cas par mois de profit, genre dans ta poche, t'as pas vraiment besoin de recruter. Si tu as un bon produit, tu vois, que tu vends pas, t'es pas à la vente des sites web à 300 € à droite à gauche, que tu as un bon produit, etc. Et on en parlera plus tard, je crois qu'il y a des questions là-dessus sur la manière de faire de la service delivery et quoi vendre avec ton agence. C'est pas quelque chose que tu as besoin de calculer au début. Le recrutement, c'est pour des personnes qui font déjà 15-20 cas de CA. À partir de là, dans l'ordre de priorité, je dirais, tu as monteur ex aequo avec un opérationnel, donc en gros un mec qui va t'aider à délivrer le service. Ça, c'est les priorités, je dirais. Parce que le plus rapidement possible, tu as envie de te sortir de la service delivery. A priori, si tu as bien fait ton travail, la service delivery, c'est quelque chose que tu as bien systémisé et que tu as pu presque templatiser, tu vois. Genre, tu as eu déjà des résultats avec 5-6 clients. Tu sais comment délivrer ton produit, tu sais ce qui apporte à peu près les meilleurs résultats. Donc là, en fait, juste tu templatises ça, tu crées des SOP bien clairs, etc., avec des petits looms explicatifs, des tutos, et après, tu fais des sessions de ce que j'appelle de shadowing, tu vois. Tu passes genre 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine à juste être en Zoom avec ton gars, en mode muté, etc., et tu regardes ce qu'il fait. Et tu lui fais un feedback à chaque fois à la fin de ces sessions-là. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Il a son SOP, il a tout ce qu'il faut, il a les sessions de shadowing en feedback. Tu fais ça sur, je sais pas, 2 semaines. Et derrière, après, il peut commencer à être autonome. Ops, donc ça, c'est pour le mec opérationnel. Monteur, bon, généralement, il n'y a pas trop besoin de le briefer. Enfin, il sait faire son taf, etc. Tu lui donnes des exemples de mecs dans ta niche ou quoi. Et ensuite, le truc d'après, c'est setter. En fait, moi, j'ai une philosophie où je préfère déléguer le marketing et les sales le plus tard possible. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est un truc assez skillé quand même. Genre, setter, c'est pas. Enfin voilà, il faut que Pas tu aies juste des messages, quoi. non, vraiment, il faut que tu aies un process clair, etc., que le mec comprenne ton business, ta niche, etc. Donc, a priori, au début, bah, c'est toi la personne qui est le plus à même à le faire. Dès que ton temps, et c'est ça la logique à avoir, dès que ton temps ne vaut plus le taux horaire de l'activité en question, c'est là où tu dois la déléguer. C'est-à-dire que tu fais plus que X euros,
qui est la valeur de l'activité que tu veux déléguer, bah là, tu dois la déléguer. Ça fait plus de sens, tu vois. Genre, si tu fais 50 cas par mois, ça n'a pas de sens de faire du montage vidéo, qui est une activité à, je sais pas, 30 euros de l'heure, un truc comme ça. Donc, c'est un peu ça la logique à avoir si on raisonne en termes d'objectifs, de chiffre d'affaires, c'est-à-dire quel est ton taux horaire pour l'activité que tu fais, est-ce que ça a du sens, plutôt que juste en mode je veux déléguer. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont, je sais pas, ils fantasment sur le délire d'avoir un gros business en mode ouais, j'ai une team de 20 personnes. Ok, mais tu détestes ta vie, tu vois, et tu as des marges à 15%. Et c'est pas pour ça que tu as lancé le business d'agence, qui a l'avantage d'avoir des hautes marges de profit, tu vois. Donc faut pas tomber dans ce piège-là. Donc voilà, monteur Ops en premier, je dirais Execo, ensuite setter, et ensuite dès que tu as plus de 30 calls par semaine, bah là tu commences à déléguer les sales. Bon, généralement, quand tu arrives à ce stade-là, voilà, tu fais déjà des 20, 30, 40 cas par mois. Et c'est là où tu commences à déléguer la partie closing. Ok. Et comment tu fais pour que ces A-players dans ton agence restent avec toi sur le long terme? Ouais, bonne question. En fait, moi, ce qui a vraiment changé la donne, particulièrement pour les setters, c'est bon, déjà la compensation, la thune, quoi. Et la clarté dans les tâches qu'ils doivent accomplir. En fait, il y a beaucoup de personnes que tu vas recruter qui vont juste se décourager parce qu'ils n'ont pas de résultats et ils ont cette impression d'être assez perdus, tu vois. Et ça, c'est de ta faute en tant que fondateur. Parce que pour le setting, surtout, tu vois ça. Le mec, il dit oh, je vais recruter un setter. Ok, ok, mais t'as pas le process en fait encore. Le setter, c'est pas un magicien, tu vois. Il a besoin d'une base solide qui est prouvée à partir de laquelle il va travailler. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros point. C'est que le mec, il sente qu'il est vraiment accompagné, il sait exactement ce qu'il doit faire et qu'il a juste à exécuter sur un plan déjà prouvé. Il n'est pas là dans une position je sais pas, d'ingénieur, tu vois, il doit créer un truc, etc. à partir de zéro. Ça, je pense que c'est le plus gros piège. Les gens recrutent euh, par flemme. Pas par besoin business, tu vois, par flemme parce qu'ils détestent prospecter. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros point. Et évidemment, comme je t'ai dit, la thune, quoi. Le mec va rester s'il aime bien Combien la tu payes, compensation. combien tu payes tes setters par call? Ouais, donc moi, en fait, ce que j'ai fait au début, c'est que j'avais un fixe. Donc, du coup, pour mon agence aux US, j'avais un fixe de genre 700 dollars, donc 600 euros à peu près. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que dès qu'on avait nos métriques, donc c'est bon, l'ABR, il était fixé, le taux de closing, etc., il est fixé. Donc, j'avais mes chiffres à peu près après quelques centaines de messages à froid. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire un prix par rendez-vous booké, ok, qui faisait sens du coup pour mon offre à cet instant-là. Derrière, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un système comment on appelle ça, de promotion, tu vois. Faut que le setter, tu sais, il sente qu'il augmente dans la hiérarchie de la Ouais. boîte. Et en fait, ce que tu fais, c'est que le setter le mieux performant, enfin le plus performant, il va devenir un peu chief setter, tu vois, ou Head setter. setter manager, tu Ouais. vois. Ouais, voilà, head setter, tu vois. Et derrière, bah, il va pouvoir manager les nouveaux setters. Et donc, ça lui permet du coup d'augmenter sa comp. Et là, tu peux faire des pricing, enfin ça dépend ton offre, etc. Mais tu peux faire je sais pas, 50 balles le rendez-vous, 100 balles le rendez-vous, peu importe. Ok, ce qui fait sens pour ton offre avec tes taux de closing. Faut toujours faire le calcul en reverse engineering, tu vois. Genre en mode, je sais combien mon offre coûte, je connais mes taux de closing, et du coup, je sais que je peux aller jusqu'à X par rendez-vous qualifié. Ok. Excellent. Ça débite, c'est génial. Tu parlais de ton agence aux US. Concrètement, c'est quoi les différences entre US et France en termes de marché pour les agences? Ouais, je dirais que c'est sur la gestion comment dire, du bullshit. C'est-à-dire que les Américains, ils détestent quand tu tournes autour du pot. Mais bien plus que les Français. C'est-à-dire que, tu vois, l'approche un peu timide, faussement respectueuse, et cetera, ils détestent ça. Genre vraiment ça, c'est mort de chez mort. Genre littéralement, tu vas le dégoûter si tu as une approche comme ça. Ils aiment bien être ultra direct, et cetera. Ils ont pas nécessairement peur qu'on leur parle d'argent, d'investissement, ce genre de choses. Sinon, globalement, dans ce monde-là, là, des agences, j'ai pas nécessairement remarqué, d'autres différences parce que finalement, comme tu le sais, on copie, ce qui se passe aux US, quoi. Dans à peu près tous les marchés, la France, c'est genre, les US il y a 3 5 ans, quoi. Donc, à part ça, pas de différence notable, mais ce point-là, je l'ai vraiment remarqué. Genre en appel de vente, et cetera, où genre les gens, je sais pas, les Français, il y a beaucoup de, tu sais, politiquement correct, et cetera. Il y a beaucoup de: «Oh, je peux pas lui dire ça directement, sinon il va croire que X, Y chose». Les Américains, c'est direct. Genre: «OK, machin, combien ça coûte?» How et much? cetera. Let's go. Ouais, ouais, vraiment, vraiment et ça, j'aime bien pour le coup. Ouais, c'est direct. Ouais, bah, après j'ai été habitué à ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on devrait être en business. C'est pour ça qu'ils sont bien meilleurs en business que nous, perdent pas de Complètement. temps. Ok, là il y a une question qui est intéressante, c'est quoi une infrastructure de croissance IA? En quoi c'est mieux que le SMMA classique? Ouais, donc les infrastructures de croissance IA, c'est un truc, dont je parle beaucoup sur mon YouTube et qui est pour moi une excellente méthode pour transitionner de
j'ai une agence classique, je vends des commodités, etc., comme on l'a mentionné, du SEO, du site web, etc., à j'installe un système en plug and play chez mon client qui garantit X transformations quantifiées. Donc, exemple typique, tu vois, c'est un mec qui avait une agence de media buying, etc. Il fait son media buying, quoi. Il fait des pubs, des créas, il fait de l'optimisation sur les métriques et autres. Le problème, c'est que ce mec-là, il a une offre commoditaire, c'est-à-dire que son client peut être dans une position où il dit je connais un freelance, je sais pas, du Maroc ou peu importe, qui fait ça pour 300 euros par mois ou 500 euros par mois. Et toi, tu me demandes 2000 euros par mois. C'est quoi la différence entre ce que vous faites tous les deux? Vous avez tous les deux de très bons résultats, etc. Je vais aller chez le mec qui est moins cher. Pourquoi? Parce qu'ils vendent une prestation. Et les infrastructures de croissance IA, en fait, c'est tout un système qui est composé donc d'une partie acquisition de trafic, donc généralement via la publicité Meta, une partie préqualification et conversion, donc on utilise un software qui s'appelle Go High Level, qui te permet de mettre en place des agents IA et des workflows, des automatisations, qui te permet du coup de faire un step supplémentaire. Donc, tu as acquis le trafic avec la pub, et maintenant tu le qualifies et tu le convertis grâce à ce qu'on appelle une infrastructure de croissance du coup. Et ensuite, faire de la prévente. Donc pareil, tu as des workflows qui vont te permettre de prévendre le prospect pour ton client avant même qu'il arrive en call de vente ou en estimation ou peu importe avec ton client. Et donc l'infrastructure de croissance IA, c'est tout cet ensemble-là. Et la puissance que ça a, c'est que premièrement, dès que tu as prouvé le système sur 2-3 premiers clients, tu connais tes chiffres. Tu sais que, OK, je sais que je vais générer un coût par lead de X, ils vont convertir à X à peu près et ils vont closer à X. OK, tu as prouvé ça sur quelques clients de test. Et du coup, ce que tu peux commencer à faire maintenant, c'est littéralement copier-coller cette même infrastructure à chaque fois que tu as un nouveau client. Et c'est ce qu'on fait avec tous les gars de l'accompagnement, là, en tout cas la plupart qui utilisent cette manière de délivrer leur service. Et c'est un game changer. Parce que ton offre, elle est vraiment, vraiment voulue par le marché. Tu n'es pas juste en train de vendre une prestat, tu es en train de lui dire, écoute, ton calendrier il est vide, moi je vais te le remplir de 30, 50 rendez-vous qualifiés. Sans que tu aies rien à faire. Je vais juste t'installer l'infrastructure et tu me payes typiquement à la performance. Ok, on pourra en parler plus tard de la partie pricing, mais c'est un game changer à la fois vis-à-vis de la facilité à vendre ton offre et à la fois vis-à-vis de la facilité à scaler. Parce que la plupart des agences traditionnelles, ce qu'elles font, c'est que si elles ont 20 clients supplémentaires, donc supposons que tu fais du site web. Là, demain, je sais pas, par une opération divine, tu as 20 clients qui arrivent. T'es pas bien. T'es vraiment pas bien parce que tu dois recruter des mecs. Enfin, tu vois, tu peux pas, t'as que 24 heures dans une journée, tu vois. Là, l'avantage avec ça, c'est que la scalabilité du truc est incroyable alors que tu restes sur du done for you. Tu vois, parce que tu as juste à copier-coller le système à chaque fois. Ok, et tu fais des petits tweaks, des petites personnalisations, mais c'est genre 10%, 15%, tu vois. Le gros du système, il a déjà prouvé et il est duplicable et en plus, il est sexy parce que tu lui vends ce qu'il veut. C'est-à-dire des rendez-vous, des clients, des chantiers, peu importe la niche avec laquelle tu travailles. Ok. Donc c'est le prospect qui s'adapte à toi et ton offre parce que tu garantis un résultat et pas toi qui t'adaptes à ton prospect qui fait des missions un peu random à chaque fois, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est un autre point aussi, c'est que par exemple, les gars qui font du site web ou du media buying, ils ont tendance à faire du sur-mesure pour chaque client. Ça, c'est un autre problème aussi, c'est juste qu'ils n'ont pas d'avatar client, ils n'ont pas de niche, donc ils travaillent avec tout le monde et du coup, il y a une complexité opérationnelle énorme qui Ouais. se fait. Et c'est un enfer. En fait, c'est un truc dont on ne se rend pas compte quand on fait moins de 10-20 cas par mois, mais au bout d'un moment, c'est littéralement l'enfer. Parce que chaque nouveau client, tu dois t'adapter à lui, faire 1 milliard de calls, etc. Il t'appelle, il dit ouais, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est l'enfer. Juste parce que tu n'as pas productisé ta solution. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu peux faire avec ces infrastructures-là. Et évidemment, l'IA, ça te permet en fait littéralement de remplacer des employés grâce à ça. Donc par exemple, la partie conversion en rendez-vous, bah, traditionnellement, c'est un mec qui devait s'en occuper, tu vois, il devait coller, etc. Tu peux rajouter quand même un setter en plus, par exemple, quelqu'un qui appelle le lead direct. Et ensuite, il y a l'agent IA en back-end si le mec n'a pas répondu. Ça peut être un truc intéressant. Mais là, tu vois que tu es dans une situation où juste tu arrives chez le client, tu dis bonjour, moi installer ce truc chez toi et toi avoir ce que tu veux. Toi, avoir résultat garanti, sinon pas payé. Exactement. Et tu peux même faire un pricing, comme on pourra en parler plus tard, mais sur la performance, tout en prenant du cash upfront. Ok. On arrive sur une question qui est juteuse. Concrètement, comment est-ce que tu prices ton offre? Ouais. Donc, justement, en relation là, avec ce que j'ai expliqué sur les infrastructures de croissance IA, la meilleure manière pour moi de pricer ton offre, c'est de faire une offre sur la performance, mais en prenant du cash en amont. Donc le problème avec les offres à la performance traditionnelles, c'est que les gens se mettent dans une situation où ils sont payés que quand ils ramènent X rendez-vous, X clients, etc. Le problème avec ça, c'est que tu crées une dynamique un peu chelou avec ton client où il a pas de... tu sais, ils disent skin in the game en anglais. Genre, Il est pas engagé. ouais, c'est ça, il se brûle pas, tu vois. Il a pas cette petite pression sur lui en mode je dois faire le taf.
Le problème avec ça, c'est que vous allez avoir une relation, dans 99% des cas, qui va être un peu chelou, un peu malsaine, tu vois. Parce qu'il va juste te prendre pour son esclave. Vraiment, et même s'ils le disent pas, parce que sur l'appel de closing, ils disent: «Non, mais moi, je suis ravi de te payer». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais te donner de mon temps, de mon expertise, je dois avoir une compensation en échange. Mais ce que tu peux faire, notamment avec ces infrastructures de croissance IA, c'est que le client, par exemple, t'arrive et tu lui dis: «Écoute, mon offre, c'est la suivante. Supposons, exemple, je sais pas, tu travailles avec, des installateurs de panneaux solaires, OK? Donc je sais pas, le ticket moyen, c'est 10, 20, 30 K, peu importe. Tu vas lui dire: «Écoute, moi, je vais t'apporter, 10 rendez-vous ou 10 estimations», peu importe comment ils appellent ça, sur le mois prochain ou sur les 2 prochains mois. OK? Donc ça va être X euros par estimation, je sais pas, 300 € par exemple par estimation. Donc le mec te paye 3 000 balles en amont et tu lui rembourses le prorata de ce que tu as pas réalisé. Donc supposons à la fin du mois, tu lui as apporté 8 rendez-vous au lieu de 10, bah, tu vas lui rembourser, les 2 rendez-vous. OK? Et donc dans cette situation-là, tu prends du cash en amont et tu mets quand même le client dans une position où, bah, il travaille à la performance avec toi. Et ce truc-là, encore une fois, c'est possible uniquement parce que tu as un service delivery qui garantit des résultats. Si tu lui faisais du site web, tu peux pas tu peux rien lui garantir, tu vois? Site web, c'est un mécanisme de conversion. Si le mec a pas de trafic de base, tu convertis, du vent, tu vois? Et là, en fait, l'idée, c'est que toi, tu as un système qui te met à l'aise dans le fait de proposer ce genre d'offre-là. Tu es confiant, tu vois? Tu aimes ce que tu proposes, tu es en mode: «Ça marche» du coup, tu peux proposer un pricing à la performance et en même temps, prendre du cash en amont et ça te permet d'aller très, très vite. J'ai un gars, bah, typiquement dans l'accompagnement, Louis, j'ai fait une interview avec lui, il vend des packages entre 6 et 8K en amont, parce que, bah, il a fait le proof of concept, si tu veux, sur les deux trois premiers clients. Maintenant, il sait que, voilà, il convertit à X, Y, Z et du coup, bah, c'est comme ça qu'il a, pricé son offre. Il est en mode: «OK, en moyenne, je sais que je vais faire ça, donc je vais leur faire payer 6K ou 8K. Ça va me faire un total de X par rendez-vous et du coup, je leur rembourse tous les rendez-vous que je leur ai pas générés». Donc si je résume, tu as une offre qui est absolument banger, tu as un pricing qui est parfait et en plus de ça, tu as nurturé le prospect avant. Donc en fait, tu as que des mecs qui sont qualifiés, avec qui tu peux bosser, qui sont sympas et derrière, bah, tu as une grosse délivrabilité. En fait, c'est comme ça, Ouais, genre, tu c'est les le gardes à meilleur schéma, l'infini. quoi. Genre là, c'est littéralement Ouais, c'est presque trop beau pour être vrai, en fait. clairement, clairement, clairement. Et le seul truc que ça demande, c'est de la compétence. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut avoir, validé le système, tu vois, sur deux trois premiers clients et pour ces clients-là, à la rigueur, le pricing, du coup, ouais, il serait différent. C'est-à-dire si quelqu'un qui débute et cetera avec ces infrastructures-là, bah, là, oui, OK, fais du pricing à la performance ou fais de l'essai gratuit en échange d'une étude de cas. Enfin, là, forcément, il y a des dynamiques différentes quand tu as vraiment zéro, tu vois? Genre, tu as aucune étude de cas, aucune, social proof. Mmh. Du coup, on y arrive. C'est quoi une offre d'intro? Ouais, donc une offre d'intro, c'est, cette structure d'offre qui, te permet de faire rentrer quelqu'un, tu vas lui faire un pas dans la porte, hem, avant qu'il se commit avec toi sur un retainer long terme. Donc l'agence lambda, tu vois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, «Bonjour, on est une agence de media buying, ça fera 2 cas par mois pour faire vos ads». Voilà. Là, en fait, c'est trop demandant, tu vois? Surtout quand on n'a pas de personal brand et cetera. Si tu as une personal brand et enfin, évidemment, il y a des règles qui s'appliquent différemment, tu vois, quand tu es déjà installé dans ta niche et cetera. Mais pour la plupart des agences, personne ne les connaît. Donc là, demander un retainer à 2 cas par mois, un engagement sur 3, 4, 5, 6 mois, c'est enfin, tu vois, c'est comme, tu sais, demander une meuf en mariage au premier date, tu vois? Genre, c'est Mmh. trop engageant. Donc l'offre d'intro, en fait, c'est cette offre qui va minimiser, tous les différents types de risques. Donc, quand tu travailles avec un business, donc le risque financier, le risque de réputation, le risque lié à l'ego, le risque de temps perdu et cetera. Cette offre-là, elle va être amenée à réduire tous ces risques-là et elle va être en un paiement one shot avec une garantie, mais littéralement, intestable et avec une delivery surtout rapide. Donc exemple typique, tu vois, tu es une agence qui travaille avec les marques e-commerce, OK? Je sais pas, tu travailles avec les marques de fashion, tu vois, e-commerce, OK? Donc tu les aides en gros à scaler leur marque, faire plus de CA et autres. Bah, au lieu de dire au mec: «OK, ça fera 3 cas par mois pour te faire tes ads et cetera», bah, tu arrives par exemple avec une offre d'intro qui sera, «J'augmente les taux de conversion de ta landing page de 30 en 30 jours, en AB test, sinon tu ne payes pas», tu vois? Ou sinon tu es remboursé intégralement. OK, c'est écrit sur contrat et cetera. Ça, c'est une offre d'intro vraiment bien. Parce qu'en fait, tu viens résoudre un problème, quantifié, tu vois, chez lui, donc une partie de son tunnel et c'est rapide. Tu fais ça en 30 jours parce que, bah, tu connais tes templates, tu sais comment optimiser une landing page. Bref, tu as déjà fait ça pour d'autres clients. Lui, il est 100 protégé. Si tu n'augmentes pas de 30 en AB test, bah, il est remboursé parce que tu lui as fait perdre du temps et cetera
Et en fait, ce que ça te permet de faire, c'est de créer une relation express avec une barrière à l'entrée, très faible pour pouvoir derrière l'upsell sur, ton offre générale qui est peut-être, lui faire, tout le tunnel, tu vois? Genre, la landing page, les ads, l'email marketing, enfin bref, tout ça. Donc c'est ça en gros que j'appelle une offre d'intro et c'est ce qui te permet de rentrer du cash, de faire des études de cas plus facilement et surtout de créer de la confiance et de réduire, la friction quand tu vas upsell le mec sur le retainer. OK, j'ai 2 questions par rapport à ça. La première, c'est combien est-ce que tu pricerais ce genre d'offre? Pour pas que la personne se sente en mode, ouais, Ouais, bah, c'est pareil, c'est en reverse engineering, tu vois? Genre tu fais le cas typique, le scénario typique, tu vois? Donc, je sais pas, là, si tu augmentes, sa page de 30, il va faire, X, revenus en moyenne et du coup, bah, toi, tu fais en sorte que ta page, elle soit, je sais pas, un dixième du prix, tu vois? mmh, Ton service soit un dixième du prix typique, pardon, un dixième du CA typique que tu vas lui générer en plus, tu vois? Qu'il soit vraiment en mode c'est un no-brainer, en mode, soit il me fait fois 10 sur ce que je fais actuellement avec ma LP, soit il me rembourse. OK, magnifique. Du coup, tu le sais, je le sais, on l'a vu, le marché, il se fait, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont vendre des produits sur lesquels ils vont pas délivrer, ils vont pas tenir leurs promesses, ils vont pas rembourser quand ils vont, même s'il y a un contrat qui est signé. Comment est-ce que tu fais pour donner assez de trust à un prospect qui s'est déjà fait brûler dans le passé, pour pouvoir quand même passer à l'action avec toi sur cette offre d'intro, par exemple? Déjà l'offre d'intro, elle est faite pour, déjà pour créer du trust parce que c'est vraiment genre c'est toi qui te mouilles à 100. Ouais. Maintenant pour tout le délire de: «Ouais, je me suis fait scam, il y a des mecs qui m'ont pas remboursé, ils avaient dit qu'ils me remboursaient». Pour moi, la meilleure solution à ça, c'est juste, la personal brand. Mmh. Honnêtement, il y a pas vraiment de pour moi, il y a pas vraiment de parce que comme tu l'as dit, en fait, les contrats et cetera, enfin tout ça, c'est finalement, c'est juste un peu un écran de fumée, tu vois? Ouais. Vraiment, genre le contrat, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas payer un avocat, genre tu peux même pas payer l'offre à 3K et tu vas payer, je sais pas, des avocats à 8K, enfin, ça n'a pas de sens, tu vois? Pour t'attaquer en justice, enfin, ça se fait pas, en fait, dans la réalité, tu vois? Donc pour quelqu'un, en fait, qui est traumatisé à ce point et qui est en mode tout le monde est un menteur et cetera, la meilleure manière, c'est le personal branding. C'est, d'aller checker ce que tu fais avec ton agence, et se dire: «OK, ce mec, il a une agence solide et cetera. Je vois, il a ses études de cas. Je vois sur son LinkedIn, il poste du contenu régulièrement. Je vois sur son YouTube, il partage de la valeur, des études de cas clients, des interviews clients. Je vois ses résultats et bah, du coup, je lui fais confiance», tu vois? C'est genre un truc humain, tu vois? C'est pas vraiment, tu peux pas vraiment contrôler ça, mais je dirais c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Putain, ça fait 6 mois que Abdé, il me régale, je trust. C'est ça, c'est ça. C'est la meilleure manière de procéder. Ouais, c'est la règle des 30 heures. On en avait parlé, non? Ouais, c'est ça, et Google, ils avaient fait, c'est le 4-7-11 là, en mode, un prospect en moyenne doit, voir 7 heures de ton contenu sur 4 plateformes différentes et avoir 11 points de touche différents. OK. 4-7-11 avant d'acheter et c'est un truc insane, tu vois? Parce que là, je te dis ça, tu te dis: «Attends, mais c'est énorme, 7 heures de contenu, ça fait combien de vidéos YouTube?» et cetera et c'est une moyenne. Ça veut dire que, tu vois, c'est sensible aux extrêmes et tout. Ça veut dire qu'il y a des personnes où il leur faut genre 50 heures, tu vois, avant d'acheter. Surtout Absolument. en B2B comme ça, high ticket. Ce que j'aime bien me dire et ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il y a la règle des 30 heures. Je vais donner un exemple, quand tu arrives à ton premier cours dans un nouveau collège que tu connais personne, le premier jour, tu es gêné. Ouais, Deuxième jour, tu commences à savoir qui sont tes potes. Troisième jour, tu commences à faire des blagues. Et dès le week-end, tu sais déjà chez qui tu vas passer l'année, avec qui, bref, tu vas vraiment être pote, parce que tu as passé 30 heures avec ces mecs-là. Et en ligne, c'est ça en fait. C'est pour ça que 100 ouais. full long format sur YouTube, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est juste en fait, à quel point est-ce que tu peux créer de la trust. Et naturellement, quand tu passes du temps avec des gens, tu finis par les aimer. Même si c'est des abrutis, genre tu finis par les aimer. C'est ça, ouais. La familiarité, en fait, c'est trop Exactement. cheaté. Vraiment, c'est sous-côté de malade en fait. 100. Vaut mieux un mec qui fait des contenus qui sont moins bien, plus souvent et plus longs, qu'un mec qui fait que des trucs banger mais genre une fois par mois quoi. Ouais, c'est ça, hyper irrégulier et en fait, les gens comprennent Grave. pas qu'il faut, genre, vraiment saturer la niche de ta tête, quoi. Ah ouais, Genre, faut qu'ils te voient H24. faut rouler sur le marché en Ouais, fait. ouais. Inondation. Ça, on en parlera 100. après par rapport au contenu. Ouais. Parce que t'es une machine et y a forcément des systèmes par rapport à ça. Bon, on y viendra. Et à part ça, juste là. Putain, t'es chaud, mec. Ça fait plaisir. Franchement, alors tu sais que moi je suis pas dans ce milieu du SMMA, mais je sens que quand tu parles, ça pue l'autorité, ça pue la clarté. Genre, c'est clair, ça va étape par étape. Et c'est. C'est les reps, c'est les répétitions. Ouais, vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Et c'est à chaque fois, quand je parle avec toi, j'ai toujours ce côté où je me dis, putain, j'ai envie d'aller bouffer le monde encore plus qu'avant, tu vois. En mode, voilà, c'est important. Et du coup, on continue. D'autres questions. Let's go. Est-ce que c'est possible de scaler son agence sans faire d'ads? Ouais, 100 et je dirais même que les gens, ils se précipitent sur les ads trop tôt parce que les ads, c'est vraiment une pression financière, qui est pas vraiment utile au début, tu vois? Moi, Quasiment. je dirais que si t'es pas à 8 à 10K par mois, genre dans ta poche, t'as même pas nécessairement besoin des ads parce que juste avec la prospection à tiède, du coup, vous l'aurez compris,
tu peux déjà énormément scaler. Et d'ailleurs, bah, on l'a fait tous les deux, on n'a même pas utilisé les ads avant un certain stade. Et le truc, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il y a des étapes pour tout et que les ads, c'est plus un multiplicateur qu'un générateur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois et c'est comme ça que j'aime les utiliser. Ok, en tout cas, pour le business d'agence. Donc, ouais, 100%. 100% les ads, voilà, tu fais ça quand tu es à l'aise avec le fait de brûler 3 000 euros, 4 000 euros juste en testing. Tu vois, et tu bombardes les créas, etc. Tu testes plein de différents angles et tu es à l'aise, tu vois. Tu dis pas, oh là là, comment je vais payer le loyer, etc. Non, tu as déjà fait toute ta base en organique, etc. Tu maîtrises le setting, tu maîtrises tout ça. Tu fais du contenu, du coup, tu convertis bien dans ta prospection à tiède, etc. Et derrière, les ads, ça vient multiplier, tu vois, te faire passer à 30, 40, 50K. Tu mets l'huile sur le feu, quoi. Exactement. Ok. Et tu mets combien d'euros en ads par jour en moyenne? Donc, quand je veux tester, généralement, je mets 100 euros par jour. Donc, en fait, la règle générale, c'est que tu te dis, tu as envie de mettre 10 balles par créative. En tout cas, dans cette niche, dans ces niches-là dans laquelle on est, tu as envie de mettre 10 balles par jour par créative. Euh, et vraiment, de manière générale, pas moins de 30 balles par jour en ads. Genre vraiment en dessous, en fait, l'algo, il commence à être un peu bizarre, à dépenser bizarrement, tu vois, parce qu'il s'adapte à ton budget, etc. Donc, ouais, je conseillerais minimum 30 à 50 euros par jour et tu testes chaque créa sur 10 balles minimum. Ok. Done for you ou done with you? Alors, au début, done for you, pardon. Au début, done for you, clairement. Parce que avant de faire du done with you, donc avant d'accompagner quelqu'un pour faire quelque chose, bah, il faut déjà l'avoir fait pour plusieurs personnes idéalement. Et le problème, c'est que les gens veulent se précipiter vers du done with you parce que bah, c'est plus scalable, etc. Mais sans avoir déjà bâti les skills solidement avant. Et c'est un énorme, énorme, énorme piège parce que tu vas rapidement te retrouver face à un mur, tu vois. Et tu vas te retrouver juste face au mur de ta propre incompétence. Et ça, c'est hyper, hyper dangereux. Donc, il faut commencer le done for you. Le done for you, le problème, c'est que c'est pas extrêmement scalable. Même avec les infrastructures de croissance IA là, dont j'ai parlé, qui sont très scalables, genre tu peux facilement avoir 20, 25 clients, mais c'est pas 100 clients, tu vois. En done with you, tu peux scaler beaucoup plus, etc. Mais je conseille à 100% de commencer par le done for you et ensuite transitionner vers un hybride où, par exemple, tu as des templates ou tu as des systèmes préinstallés en plus de done with you, donc d'accompagnement. Et derrière, potentiellement, switch vers du done with you à 100%. Mais il y a des étapes, tu vois, faut pas les brûler en fait, c'est ça le truc. Tu peux pas vendre direct une formation, ouais, comment est-ce qu'elle est ton. D'accord, mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as testé sur d'autres personnes? Est-ce que tu as accompagné des personnes en one-to-one? Et ensuite, oui, tu peux vendre un PDF si tu veux ou des vidéos. Mais il faut faire les étapes une par une. Tu dirais quoi à un mec qui veut trop vite sortir les mains du cambouis du done for you et rentrer en done with you? Alors, c'est quoi ce qu'il attend s'il fait ça? Il va perdre du temps. Il va créer de la frustration et il va salir sa réputation. Parce que les personnes que tu vas accompagner, elles vont sentir quand tu es incompétent. En fait, c'est difficile à cacher sur un échantillon assez grand et sur une période de temps assez longue. C'est dur à cacher. Genre sur 30 élèves et sur, je sais pas, 6 mois ou un an, tu- on va commencer à voir que tu es un bullshitter ou que, pas forcément que tu es un bullshitter, c'est pas le bon mot, mais que tu pas assez compétent, tu vois. Juste qu'il y a des situations où tu es comme ça, où tu es en mode je sais pas quoi faire. Ça veut pas dire qu'on doit savoir résoudre 100% des situations, mais les gars que tu accompagnes, ils vont sentir quand juste tu es comme ça, la bouche ouverte et que tu sais pas faire un truc qui doit être basique, qui doit être acquis. Vraiment. Et si tu l'as pas, si tu l'as pas juste testé sur 4, 5, 10, 15 clients, moi je conseille minimum avant de switch en done with you, il faut avoir eu 10 à 15 clients successful, tu vois. 10 à 15 clients done for you où tu as tout fait pour eux. Et ça s'est bien passé, etc. Et tu es en mode, ok, là j'ai quelque chose. Là j'ai un template, j'ai un pattern que je peux dupliquer et je peux apprendre à quelqu'un. Hmm, ok. Question intéressante. Lead magnet funnel ou book call funnel en ads? Je fais les deux en ce moment. Et lead magnet funnel, je pense que c'est le mieux. Pour la simple et bonne raison que euh, euh, quand tu fais un lead magnet tunnel, et il doit bien être fait. C'est-à-dire que le lead magnet, il est spécifique, c'est-à-dire que tu l'envoies ou il est destiné, pardon, à un avatar client spécifique. Tu parles d'un truc vraiment, vraiment spécifique qui ne va pas intéresser, tu vois, les zombies de ta niche, tu vois, les mecs qui sont là juste pour avoir des trucs gratuits parce que c'est gratuit, parce qu'ils vont même pas comprendre ce que c'est et ils vont même pas comprendre la valeur du truc. Donc le lead magnet, il faut qu'il soit vraiment, tu sais, pour ce top 20%, top 10% de ta niche, même s'il est gratuit. Et derrière, en fait, tu sais que les emails et les contacts que tu vas récupérer, ils sont de bonne qualité. Et c'est là où derrière, tu peux faire ton setting ou ton email marketing. Et il sera vraiment impactant parce que c'est des gens de qualité. Donc si c'est fait comme ça, le lead magnet tunnel, je pense qu'il est vraiment supérieur.
Comment tu fais un lead magnet banger? Lead magnet banger, c'est déjà être puissant dès le début. Genre les 60 premières secondes, il faut que ce soit puissant, tu vois. Social proof, résultats quantifiés qu'ils vont avoir et le sommaire, tu vois. Genre comment est-ce que vous allez voir ça étape par étape. Ensuite, il faut que ce soit un truc spécifique qui t'aide à résoudre. Ça peut, pour moi, un lead magnet banger, ça peut pas être comment générer des clients, par exemple, avec ton agence. Non. Genre, tu as une agence, par exemple, qui aide les installateurs de panneaux solaires. Le, le, le lead magnet, ça peut pas être comment générer des clients. Enfin, tu vois, ça doit être, je sais pas, un truc hyper spécifique, genre comment générer 15 estimations, 15 estimations de chantier sans avoir à dépendre du bouche à oreille grâce à un système automatisé XY. Tu peux me brander le nom de ton système, le nom de ta méthode. Et en fait, le lead magnet, là, il adresse cette problématique-là de génération de rendez-vous ou de génération d'estimation, selon comment ils appellent ça. Mmh. Tu vois, il faut qu'il soit Spécifique, vraiment genre, ouais. spécifique, très, Genre, très, très, très spécifique. full show up, par exemple. Exactement. Un truc, ouais, voilà, par exemple, si tu travailles avec des coachs ou des agences, etc., bah, comment augmenter ton taux de show-up. Tu vois, c'est hyper spécifique. Et le mec, il le télécharge avec une intention derrière, tu vois, et tu sais qu'il va être beaucoup plus à même à l'utiliser. Et ensuite, le dernier point, c'est que ça doit être achetable. C'est-à-dire que toi, tu le donnes gratuit, mais est-ce que ce mec, il paierait 50 balles, par exemple, pour ça? Si ça, c'est validé, ça veut dire que généralement, ton lead magnet est de bonne qualité. Et après, juste sinon, vis-à-vis du format, je dirais bien faire attention à mettre une idée par slide ou une idée par section. Tu vois, genre pas faire des présentations ou des PDF genre où il y a trop de qui sont trop chargés. Il faut que chaque slide ce soit une idée, un visuel pour que ce soit consommable facilement finalement. OK. Et en termes de format, tu ferais plutôt un lead magnet vidéo ou vraiment, un PDF, un Bah, e-book? ça dépend, les 2 fonctionnent en fait, ça dépend ce que tu veux adresser dans le lead magnet. Bah, généralement, tu vois, il faut un tuto vidéo, même si tu fais du PDF et cetera, juste pour montrer à la personne comment utiliser la ressource et cetera. Donc vidéo, pour moi, genre enfin non négociable. Et sinon, ouais, tu peux faire du PDF, tu peux faire du PowerPoint, genre une présentation slide par slide, selon ce que tu fais, tu vois? Par exemple, un template, bah, généralement, ça va être du PDF, tu vois? Tu vas pas faire une slide pour montrer un template parce que, voilà, PDF, c'est plus simple, tu copies-colles et cetera. Sinon, quand c'est, je sais pas, plus des concepts, plus des méthodes et cetera, là, je pense que les slides, c'est plus intéressant. Tu vois, c'est étape 1, fais ça, étape 2, fais ça. Tu vois, à chaque fois, il y a une petite vidéo qui est attachée. OK, magnifique. Classe. Après, est-ce que derrière, tu as une newsletter qui va, C'est ça, ouais. Après, tu vois, tu t'es donné pour récupérer les contacts, donc là, maintenant, il faut les travailler. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà, dès que le mec, il opt-in, tu les colles. Genre la même journée, tu vas les coller 2-3 fois, minimum. Parce que là, il est chaud, le mec, il vient d'opt-in. Idéalement, même, tu fais une petite automatisation pour ton setter, tu vois, pour que dès que le mec, il opt-in, il l'appelle en moins d'une minute. En mode, ouais, salut, j'ai vu que tu avais demandé ma X, Y méthode ou X, Y ressource. Euh, ça vénère ça. trop puissant. Genre, quand Top. t'appelles sous 2-3 minutes, là, c'est. Bah, je crois qu'ils avaient fait une stat, c'est fois 400%, un truc comme ça. C'est pas Hormozy qui a fait un truc comme ça ou qui en parlait? Ouais, je sais plus, mais en gros, ils ont fait une étude et je crois que c'était 4 fois plus de conversion quand tu appelles le lead sous 1 minute ou 5 Ouais. minutes, je sais plus. C'est un truc de fou furieux. T'imagines, tu pour un truc, tu mets ton numéro, t'as un gars qui t'appelle vraiment dans la Ouais, la seconde. ouais, et mec, le professionnalisme que ça dégage aussi. Genre, le mec, il est en mode, ok, là, c'est un tueur, tu vois. Ouais. Là, le mec, il rigole pas, tu vois. Je suis sur un vrai un putain de tueur, frère. Vraiment, et tu le nurtures derrière long terme sur les newsletters. Mais vraiment, call direct après, c'est trop puissant. Et une newsletter, tu fais tous les jours? Moi, perso, j'en fais 3 à 4 par semaine. Et pareil, sur des sujets bien nichés, etc. Tu vois, comme ça, tous les mecs qui sont pas tes avatars clients vont se désabonner, ils vont rien comprendre, etc. Ils vont se dire de quoi ils parlent. Et les mecs qui sont vraiment intéressés vont rester. Et surtout, ils vont voir ta value. Ils vont se dire, ok, c'est intéressant, il va dans le fond du sujet, ce mec. Euh, il a l'air de savoir ce dont il parle. Et tu fais des call to action là-bas ou pas? Ouais, bah ça, honnêtement, je teste encore pas mal. Parfois j'en fais, parfois j'en fais pas. Genre là en ce moment, j'essaie de spammer ça. Genre dans chaque newsletter, je dis OK, si tu veux travailler en one-to-one avec moi, blablabla, voilà le lien. Mais j'ai fait la plupart, voilà, depuis que j'ai lancé ma newsletter, je pense 80% du temps, je faisais pas de call to action. C'était juste value et je renvoie vers un YouTube ou un truc comme ça, tu vois. T'as combien de leads sur ta newsletter? J'en ai pas énormément, j'en ai genre 1000, 1200 actuellement. OK, ouais, j'en ai mis 8 aussi et j'ai tenté ces call to action et des fois, j'ai l'impression que ça book pas. Mais par contre, il y a tous les mecs qui viennent en appel avec YouTube ou avec Instagram, ils me disent: «Mec, tu as une newsletter tous les jours, incroyable». C'est ça. En fait, tu sais, ils réagissent jamais, ils vont jamais répondre à tes mails, mais ils Exactement. se régalent tous les matins en les lisant, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est que les gens Ah ouais. comprennent pas qu'il faut juste trust the process, tu vois. Et genre juste Flow. fais-le longtemps, reste discipliné et ça va payer, tu vois. Tu auras pas de la dopamine rapide, etc. parce que tu sais pas vraiment ce qu'ils font dans les coulisses. Du coup, est-ce que la personal brand, c'est obligatoire même si tu es en B2B? Ouais, surtout, je dirais. Ah ouais? Surtout si t'es en B2B. C'est juste qu'elle va être positionnée différemment, tu vois. Tu vas pas être là à drifter en Lamborghini jaune fluo à Dubaï, tu vois.
mais tu vas être là à, tu sais, le style un peu Miro, petit diagramme Miro ou un Google Doc, moi, comme j'aime bien faire. Ce style-là, il va être à même à beaucoup plus convertir des mecs qui ont un business. Donc la personal brand, elle va être axée différemment qu'en B2C parce que tu sais, t'es pas là pour lui dire mec, Bouge ton euh, cul, ouais, voilà, tu vois, ça va être. travaille-toi. C'est ça, ça va être un peu différent. Tu vois, tu vas pas jouer sur les émotions. Les B2B, les niches B2B sont beaucoup plus orientées rationnelles, chiffres, etc. Mais c'est ultra important parce que là, il y a un scepticisme, comme on l'a dit au début, qui est jamais vu, genre littéralement jamais vu. Comme je le dis à chaque fois, jusqu'à preuve du contraire, t'as un énième scammer d'internet. Mm. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, c'est ton job de donner un max de valeur en amont et ensuite, derrière, pouvoir convertir ces personnes-là qui te croient déjà, qui te font déjà confiance. Absolument. Donc, obligatoire, clairement. Tu sais, quand tu vois un gars débarquer en ads sur ton feed, tu te dis, mais c'est qui ce trou de balle? Et À clairement, chaque fois, t'es en mode, c'est qui cet enfoiré? Alors, c'est qui ce scammer? ouais, tu peux pas leur en vouloir en fait. Exactement, c'est toujours l'image que t'as de base. Et après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'es en mode, en fait, je l'aime bien ce mec. C'est ça. Mais il faut que tu consommes d'abord, tu vois. Faut qu'il te donne des trucs à grignoter, tu vois, pour que tu te dises, ok, il est intéressant. Ouais. Genre, tu vois, Jérémy Coleman, je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, ouais, Genre, lui, par exemple, lui, il est genre focus sur les coachs, il me semble. ouais. Au début, tu sais, tu le vois, tu te dis, what the fuck? Mais après, genre, il met tellement de. Comment dire? Je le follow pas nulle part, juste en ads. En fait, il arrive à fidéliser les gens. Et... Ouais, bah je crois que lui, il a une approche vraiment, il essaie d'être très authentique et genre en mode, voilà, mec, je veux pas te promettre 100K par mois, etc. Mais si tu veux développer ton activité, voilà comment je fais. Et tu sais, même son style et tout, genre, tu sais, c'est un mec que tu pourrais croiser dans la rue, tu vois ce que je veux En dire? mode, ouais, Il faut est être pas là, chill. mec, en Loro Piana avec tes. Ouais, tu vois. Genre, il est hyper authentique et je pense que c'est ça qui marche bien pour sa niche. Ultra humble, trillionnaire, Most humble trillionaire. in Dubaï. Ah, bordel. Et du coup, est-ce que YouTube fonctionne vraiment pour toutes les niches? Clairement, en fait, il y a 1,2 milliard de users. Donc voilà. Littéralement, toute la planète, enfin tous les mecs qui ont internet et l'eau Mmh. et la nourriture, tu vois, ils sont sur YouTube, quoi. 1000 millions, mec. Ouais, en fait, c'est très très difficile à réaliser, à quantifier, parce que genre, c'est des chiffres qu'on voit jamais, mais ça, c'est les stats actuellement du nombre de users de YouTube. C'est peut-être 2024 ou 2025 la stat, mais voilà quoi. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds avec ça. Je dis, bon, voilà, 1,2 milliard. Tu penses que ta niche ne sera pas là? J'en doute. Exactement. Et même, tu dis 80 millions de Français. Alors, t'as toujours. Là, tout le monde est sur YouTube. Tout le monde voit ça. Clairement, clairement. En fait, c'est juste que les gens, tu sais, ils comprennent pas que YouTube, c'est pas que Squeezie et des live Call of Duty, tu vois. Tu vois, les mecs qui ont un business, ils regardent du YouTube différemment. Ils vont regarder des podcasts, tu sais, des interviews de mecs dans leur niche, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu boring, tu vois. Ils vont regarder un type de contenu différent qui va pas faire des milliards de vues, mais c'est des viewers à haute intention, tu vois. C'est des mecs genre vraiment chauds. Ils regardent ça, pas nécessairement pour se divertir, mais pour avoir un insight, tu vois, ou de la valeur actionnable. Ouais. Genre, le mec, il fait son e-work le matin, il va manger, et pendant qu'il mange, il écoute un podcast ou une vidéo. C'est Genre, ça. là, t'es peut-être en train de manger pendant regardant. Non, mais clairement, c'est ce genre de mec que tu as envie de target. Et les gens se laissent tu sais, vite influencer par ça parce qu'ils sont en mode, oh, j'ai fait que 50 vues, etc. Mais en fait, tu as fait 50 vues, mais ta vidéo, je sais pas, comment optimiser ton welcome flow en tant que marque e-commerce dans la niche de la fashion, tu vois. Genre, c'est un truc hyper, hyper spécifique. Donc, le mec qui va regarder ça, vu que l'algo est très bien fait, bah, il a ce problème. Donc, il faut pas que tu vois ça comme ah, j'ai fait que 50 vues. Il faut que tu vois ça comme j'ai 50 prospects idéaux qui ont vu ma pièce de contenu. Hmm. J'avais une question. Concrètement, comment éviter de ne plus avoir la dalle une fois que tu as fait 10, 20, 30K par mois? Tu arrives à un moment où tu as assez d'argent pour toi. Comment tu fais pour avoir la motivation d'aller plus loin? En vrai, c'est une bonne question et honnêtement, je me la pose encore aujourd'hui parce que surtout quand t'es pas un mec qui vient d'une famille riche, en fait, genre, t'as facilement des étoiles dans les yeux, tu vois. Grave. Donc c'est encore une question à laquelle j'ai pas exactement la réponse, mais j'ai des pistes. Donc notamment sur le fait comment dire, provide de manière générale. C'est-à-dire que ne plus voir l'argent que tu génères comme ton argent, mais comme, je sais pas, une sorte de patrimoine que tu vas construire pour ta famille, etc. Et commencer à voir ton bonheur ou ta satisfaction à travers celle de tes autres. Donc, tu vois, exemple typique, je sais pas, tu payes des vacances à tes parents ou tu te dis, je sais pas, plus tard, quand j'aurai une meuf, je me marie, machin, j'ai des enfants, je m'occupe de tout, tu vois, je minimise leur stress, leur responsabilité vis-à-vis du côté matériel. Ça devient un vrai driver, tu vois. Et je pense que surtout en tant que mec,
on a facilement ce drive-là de se dire, OK, mon taf, c'est de faire en sorte de rendre les gens autour de moi le plus heureux possible, tu vois. Hmm. Et donc, pour moi, ça, la manière la plus simple de se motiver, en tout cas pour un mec. Et l'autre point aussi, bah, c'est juste de traîner avec des gens qui te font te sentir pauvre, tu vois. Ah ouais. Et tu le vois, bah, tu sais, quand on est avec Chris, machin et tout, bah, tu sais, on avait parlé à Sam et d'autres gars comme ça. Le mec, bon, même s'ils sont plus vieux que nous et tout, tu vois, donc ils ont eu plus d'expérience, mais tu dis, wow, le mec, il rentre 200K par mois, 100K par mois, peu importe. En Et- fait, tu vois qu'il banalise ça et que c'est son quotidien, tu vois. Tu dis, ok, bah, j'ai rien fait en fait. J'ai littéralement encore rien fait. Je suis à l'étape 1 de la partie 1, du petit A, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je dirais ça, c'est les deux trucs qui me permettent de push encore. Hier, j'étais dans un café pour prendre des appels de vente, ce qui est la pire idée normalement, mais là, en l'occurrence, ça fonctionnait. Je suis à Paris, il y a un peu Ouais, du bruit partout, tu vois. Je close une offre à 4K en paiement deux fois, donc 2 fois 2K. Et genre, je vois la serveuse qui a genre des cernes, qui est brave en ouais, train d'aller partout. Et je me dis, putain, j'ai encaissé son salaire. de 2 mois. Ouais, exactement. Et en fait, je me suis dit ça. Et après, je me suis dit, en fait, j'y pense même plus. C'est comme si maintenant, je m'en fous parce qu'en fait, tu commences à créer une tolérance par rapport à ça où tu dis, en fait, je me compare plus à ces gens-là, mais je me compare à ceux que je veux impressionner. C'est ça, ouais. Tu dis, ok, bon, j'ai fait 4K, mais chill, il y a Ouais. Charlie qui fait un M par mois. Et- Ok, L'enfoiré. je, je me détends. On se détend. Non, vraiment, c'est trop important. C'est trop, trop important. Et du coup, pour revenir à YouTube, c'est quoi les meilleurs formats pour du YouTube B2B? Je dirais, donc moi, un truc qui pour moi marche vraiment bien, c'est soit des vidéos face talking, genre sans rien, tu vois, juste toi comme ça qui parle et qui donne de la value, soit des vidéos type Google Doc, Miro, Figma, Génial ça, enfin ouais. bref, un chart, un diagramme, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est les deux formats genre qui sont rois. Et quand tu peux, ce qui est très bien, bah, c'est des interviews clients. Donc ça, c'est trop, trop cheaté. Parce que c'est genre littéralement, bah voilà, j'ai travaillé avec lui et voilà ce qu'il en a tiré. Ça, c'est le meilleur truc, honnêtement, en termes de marketing, la social proof, les interviews vidéo, c'est le numéro un. Genre, surtout dans le marché actuel, c'est genre prouve-moi que les gens qui travaillent avec toi, ils sont contents et ils arrivent à réaliser des choses. C'est Hmm. tout, c'est tout. Genre, je m'en fiche de ton miro, etc. C'est encore plus important. Donc, ça, je dirais, c'est les trois formats que je privilégierais. Et ouais. Et du coup, ces témoignages clients, tu les fais en Zoom, tu les fais en podcast, tu les fais comment? Bah, quand je peux les faire en face-to-face, je les fais. Mais bon, t'as des clients, tu vois, qui sont aux quatre coins du monde. Genre. Vietnam. Ouais, non, vraiment. Et donc, parfois, tu peux pas. Mais ouais, l'idéal, c'est genre en face-to-face. Hmm. Vraiment. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et les gens, tu sais, ils sentent. Enfin, parce que tu peux pas trop fake les énergies aussi, tu vois. Ouais. Genre ça, c'est un truc, je parle, c'est un peu mystique, tu vois, mais genre les gens, ils sentent, tu vois, quand c'est réel, etc. Euh, Bonjour, alors le ouais, tu t'appelles Scaling comment Lab, déjà? oui, le Scaling Lab, c'est trop bien. Non, vraiment, genre. Le mec, il dit, on a fait, bah moi, j'ai un coaching, une agence. Genre, le mec, il commence à montrer que, enfin, je sais pas, il te connaît pas, tu vois. Il y a des mecs qui font comme ça, hein. Il y a des mecs qui fake des témoignages, etc. Et ça se voit. Genre, c'est cramé, tu vois. Genre, juste, c'est cramé, en fait. Je Ouais. reprends pas les gens pour des imbéciles, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, c'est quoi le plus gros frein, selon toi, qui empêche les agences de scaler à plus de 300K par an? Euh, le volume. Globalement, il y a deux trucs. Il y a volume et feedback. Donc, le problème numéro un que je vois, c'est que juste les gens ne font pas assez. Genre, un truc que je mets souvent en story, c'est fais plus de volume. Genre, personne ne te connaît en fait. Il y a littéralement personne qui ne te connaît. Il faut que la plupart des gens, ils ont un problème de trafic en premier lieu. C'est juste, il n'y a pas assez de gens qui sont contactés sur une daily basis. Dans leur routine, là, il n'y a pas assez de personnes qui savent qu'elle existe. Ça, c'est le problème numéro un. Et donc ça, comme je l'ai mentionné plus tôt, tu as trois manières d'acquérir du trafic, les ads, le contenu et la prospection. Donc ton job, c'est de faire plus. Donc déjà, fais x10 sur ces trucs-là. Ensuite, améliore-les. OK. Genre vraiment là, la plupart des gens, s'ils faisaient juste ça, genre ils doublaient leur ad spend, ils doublaient leur prospection à froid, ils doublaient leur contenu, pour ceux qui en font, ça serait déjà très 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 bien. Et le deuxième truc, bah, c'est le feedback. C'est qu'il y en a beaucoup qui avancent à l'aveugle, genre ils prennent pas du feedback, c'est-à-dire que ils font 100 messages de prospection sur, je sais pas, 2 semaines, très bien, ou un mois. Ok, très bien. C'est quoi la data? C'est quoi ton taux de réponse positif? C'est quoi ton ABR? Enfin, tu vois, est-ce que tu as AB testé des scripts? Comment tu testes? Il y en a plein qui savent pas tester. Ils comprennent pas qu'un message, tu dois tester les différentes parties du message. Tu dois tester le call to action, le icebreaker, enfin, c'est la première ligne. Enfin, tu vois, tout ça, là, faut les AB tester proprement, tu Ouais. vois. Ils connaissent pas leurs métriques, etc. Mais du coup, ils avancent dans le vide. Et ça tend juste à, tu sais, mystifier le business pour eux. Tu sais, en fait, ils sont tellement perdus qu'ils se disent, ça marche pas, On va ça tenter marche. quelque chose, Ouais, c'est ça, c'est peut-être. ça. Et ça, c'est terrible pour toi parce que tu as une confiance en toi qui va s'écraser. Parce que tu sais plus si tu maîtrises, tu sais plus si tu sais ce que tu fais.
Tu es juste en train d'avancer à l'aveugle. Ces Hmm. deux trucs-là, pour moi, c'est le truc number one à prioriser. Tu parles de faire du volume, mais généralement, si le mec fait pas de volume, c'est pas parce qu'il le veut pas. Mais est-ce que c'est pas aussi une question de mentalité? Parce que beaucoup de mecs vont dire, ouais, Ouais. mindset, c'est du cope ou quoi, mais en réalité, t'en penses quoi de tout ça? Ouais. Bah, en fait, tu sais, c'est marrant parce que le mindset, c'est du cope. J'étais 100% d'accord avec ça jusqu'à récemment, tu vois. En fait, plus maintenant j'avance, plus je me rends compte que le mindset, c'est le truc numéro un. Parce que, tu sais, comme je l'ai dit plus tôt, tu vois, les tactiques, les méthodes et tout, genre, il y a tout ce qu'il faut sur YouTube. En fait, le seul truc qui empêche les gens d'atteindre leur objectif, c'est juste de faire la chose et la faire sur le long terme. Et ça, bah, finalement, c'est le mindset. C'est juste d'avoir une résilience, tu vois, infinie et de se dire, je continue à faire ça jusqu'à ce que ça fonctionne parce que je sais que je suis dans le bon véhicule, j'ai le bon business model, etc. Et je fais les bonnes choses. Donc, c'est du cope. Enfin, je pensais que c'était du cope, mais franchement, maintenant, je me dis que c'est le truc le plus important. Parce que c'est ça qui fait la différence entre les mecs qui arrivent et qui arrivent pas. C'est les Ouais. mecs qui ont une vision, mais couplée évidemment au passage à l'action, tu vois. C'est comme la courbe de Gauss, en mode au début, t'as Ouais, le gars qui dit c'est du mindset, au grave. milieu, le mec tactique et tout, et après, à la fin, c'est juste du mindset, quoi. Ouais, genre le low IQ et le high IQ, ils ont la même. Le Chad et le Jeffrey, et puis au milieu, t'as le mec, Vraiment, mec. le middleman. Mais vraiment, tu sais que moi, genre, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, tu vois. J'étais en mode, ouais, machin, ça n'a pas d'importance. En fait, si, ça a une importance extrême. En fait, tes paradigmes. En fait, tu vois, c'est comme tu dis, ok, j'ai pas envie d'envoyer mes chevaux de trop aujourd'hui. Ouais, En fait, si tu dis, si je l'ai fait aujourd'hui, dans 2 semaines, ça va payer. Mais si je l'ai fait encore demain, dans 2 semaines, ça va encore continuer à payer. En fait, c'est juste. exactement. Tu crées un effet boule de neige de fou. Mais en fait, le mindset pour moi, c'est la capacité de dézoomer ta situation actuelle et juste de voir ce que ça va t'apporter sur le long terme. Oser passer pour 100%. un con, oser prospecter, oser avoir mal, pour après, en fait, juste profiter de ta life, Ouais. avoir une vie Tu qui sacrifies correspond. la dopamine de maintenant pour créer la situation désirée, tu vois. Et du coup, c'est quoi le truc qui te trigger le plus, toi? Avec les agences avec lesquelles je travaille. Ouais. Ouais, en fait, les agences de manière générale, euh, ou juste les mecs qui sont dans le business, le truc qui me trigger le plus, c'est euh, le, tu sais, le accountability, genre le fait de prendre ses responsabilités. Genre. Ça, genre, ça me trigger comme pas possible. Genre, quand tu sais, tu donnes une solution claire à quelqu'un, genre, tu lui dis juste fais ça, et ça va fonctionner, et tu sais, il répond. Ou genre, il, tu sais, il dit ouais, mais, j'ai ça, machin. Il Non, mais commence tu à te. comprends. Je déteste ça. Ferme ta gueule. Mais Pas vraiment, possible. je déteste ça parce que, en fait, la personne vient. En fait, pour moi, c'est de l'hypocrisie parce que la personne vient avec une approche de type je cherche des solutions et finalement, quand tu lui présentes les solutions, bah, elle juste te fait comprendre qu'elle n'est pas prête à faire les sacrifices qui vont l'amener à la situation désirée. T'es un mytho du coup. Enfin, ça Ouais. veut dire que tu le veux pas vraiment. En fait, tu veux ça, mais tout en gardant X, Y, Z choses que tu n'es pas prêt à sacrifier. Donc, tu es un mytho en fait. Tu veux pas vraiment ça. Fallait préciser, fallait dire je veux ça sans sacrifier ça, 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 ça. C'est comme les mecs qui disent, ok, je vais avoir un business, mais qui sont pas prêts à se nicher parce que, non, mais j'aime pas me nicher. Ouais. Ferme ta gueule. Non, mais vraiment, genre tu veux faire de l'argent ou pas? Moi, je te propose là, de faire de l'argent. Voilà la voie à suivre. Je l'ai fait pour d'autres personnes également. Tu veux suivre la map ou pas? C'est simple. Et la plupart des gens tu sais, sont dans une illusion où ils pensent le vouloir, mais en fait, ils ne le veulent pas vraiment. Et quand tu commences à travailler avec pas mal de personnes, en fait, tu te rends compte de ça, mais de manière vraiment ultra claire. Tu vois la différence de hargne, tu vois, et d'obsession chez les différents profils. Il y a des mecs vraiment, tu leur dis de faire ça, tu leur dis de faire les daily tasks, tu vois, genre leur routine, etc. Et ils le font sans discuter, tu vois. Ils sont en mode, ok, j'ai payé ce mec, je vais commencer à travailler avec lui, etc. Je vais juste exécuter. Et ils ont des résultats. Et t'as les autres mecs qui se posent 1 milliard de questions et qui se trouvent des excuses et qui se. Genre, j'ai parlé à des mecs, euh, genre pas dans l'accompagnement, etc. Mais tu sais, que j'avais aidé juste en DM comme ça. Et le mec, genre littéralement, j'ai eu un de ces gars-là, 6 mois plus tard, il me DM en me disant ouais, j'ai eu XY empêchement, machin. Et c'est des trucs bidons. Hein. Là, je te dis pas que voilà, je sais pas, il est en Palestine et il se fait bombarder H24, genre sa maison est détruite. Sa mère a le cancer. Non, voilà, là, c'était des vieux trucs, des trucs ridicules. En mode ouais, j'ai eu machin, j'ai eu J'avais pas mon le job, machin. Pas le temps. Genre, mec, vraiment, genre, t'as pas pu libérer 1h30 par jour pour faire le business dont tu parles et dont tu prétends que t'as envie de le scaler, genre. T'es un mytho. Ah, c'est Genre, gay, hein. et ça me trigger, mais ça me trigger, mais tellement. Parce que, genre, moi, en fait, tu me fais perdre du temps, tu me copes dessus, enfin, va te mentir à toi-même, tu vois. Je Ouais. me mens pas à moi, tu vois. Regarde dans le miroir et parle devant. Mais vraiment, c'est alarmant. Et au début, tu sais, t'as tendance à avoir le bon soupçon, tu sais, envers les gens.
tu dis, ah, ok, il doit avoir un empêchement, machin. Non, non. Au bout d'un moment, juste, tu te rends compte que la personne ne veut pas vraiment ça. Elle n'est pas obsédée par ça, en fait, autant qu'elle le dit. Parce que la douleur du confort dans lequel elle est, là, actuellement, elle n'est pas assez intense. Tu vois. C'est Ouais, simple, hein, tu mesures la douleur des deux situations, tu vois. C'est quoi complètement. qui t'apporte le plus de douleur, c'est ça le choix que tu dois prendre. Et si t'es pas prêt à sacrifier ce que t'as pour avoir ce que tu veux, bah, ce que tu veux, ça devient le sacrifice. Exactement, ça veut dire que tu le veux pas vraiment. Ouais. Et au final, c'est ok. Ouais, c'est ok, c'est ça, mais juste dis-le, tu vois. Ouais, je casse pas les couilles. Non, mais vraiment. Putain, ok. Comment vaincre l'aversion à la perte, mec? Ouais, en fait, ça rejoint ce qu'on vient de discuter. C'est pour moi, en fait, il faut prendre ton douleur-mètre, là, tu vois, et tu mesures la douleur des deux situations, tu vois. Douleur de la situation A, du scénario 1, où tu restes dans le confort actuel dans lequel tu es, etc. Et tu n'arrives pas je sais pas, à scaler ton agence, scaler ton coaching, peu importe. Ok, à 10K par mois, 20K par mois, bref, peu importe l'objectif que tu t'es fixé. Tu mesures la douleur de cette situation-là. Donc, quelle frustration ça va t'apporter, quelle galère au quotidien ça va t'apporter, quelles opportunités ça va t'ouvrir ou te fermer, peu importe. Situation 2, pareil, tu prends ton douleur-mètre, tu mesures la douleur de la situation 2. Donc, dans cette situation 2, bah, tu as fait ton business, tu l'as lancé, etc. Ça n'a pas marché pendant. Tu prends le worst case scénario, tu vois. Tu n'as pas fait d'argent pendant 3 ans, tu vois. 3 ans. Machin, et tu as dû faire de l'intérim en parallèle, du Uber, enfin bref, des trucs relous, etc. pour continuer à le scaler et après ça fonctionne. Ok, mais du coup, tu as cravaché, tu as souffert. Tu mesures pareil la douleur de cette situation-là. Tu te poses, tu te dis, ok, je vais sacrifier ça, 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 ça. Quelle douleur ça m'apporte? Tu compares les deux. La situation qui t'apporte le moins de douleur, bah, c'est celle que tu prends. Et comme on l'a dit juste avant, bah, il y a des personnes, genre c'est triste à dire, mais elles prétendent vouloir la situation 2, mais finalement, elles sont bien meilleures, elles sont bien mieux ici. En fait, elles préfèrent leur vie ici. Peut-être inconsciemment, tu vois, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. Parce qu'aussi, ils sont pas capables de dézoomer en se disant est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça pendant 40 ans? Et le mot 40 ans, bah, Il fait flipper, ah ouais. mec, On a 40. même pas Ouais, grave, même là, ça me fait peur, tu vois, je me dire putain, faire ça pendant 40 ans. Vraiment. Ouais, c'est. Du coup, pour toi, c'est quoi la chose qui fait que la majorité ne va pas réussir? C'est l'obsession. Vraiment, simplement, je dirais, c'est l'obsession. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'opportunités. Genre, c'est une folie que des mecs random, juste en se mettant la tête dans leur business de 3 à 5 ans, ils arrivent à faire des salaires de ministre, tu vois. Hmm, Vraiment, genre, c'est colossal. sans l'exposition d'un ministre, tu vois. Euh, c'est quand même ouf, tu vois. Genre, dans l'histoire de l'humanité, je sais pas, ça n'a jamais existé, tu vois. Genre, vraiment, on a tellement d'opportunités. Et moi, je parle d'agence, etc., parce que c'est le business que j'ai fait, c'est les gens que j'aide. Toi, tu parles de coaching, etc. Mais il y en a un milliard d'autres, tu vois. Genre, sérieux, tu peux faire une page TikTok et faire du revenu avec les vues ou je sais pas quoi. Tu peux faire du e-commerce, tu peux faire du trade. Enfin, tout marche, en fait. Tout fonctionne. Si aujourd'hui, tu n'y arrives pas, ou si aujourd'hui, tu échoues, comme la plupart des gens, hein, il faut se dire les choses, tu vois, la plupart des gens vont échouer en entrepreneuriat. C'est parce que tu n'es pas obsédé par le truc. Tu ne le veux pas vraiment. Ça veut dire quoi, échouer? Échouer, ça veut dire quitter. Abandonner? Exactement. Oui, oui, parce que c'est la classique. Ah, mais 99% des entrepreneurs échouent. Oui, ils abandonnent. C'est ça que tu veux dire, en fait. Ils ont ouais, quitté. ils ont été trop faibles pour continuer. Exactement. C'est juste ils ont quitté. Ouais, ou alors, enfin faible, ou alors, bah, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient pas ça, tu vois. Ouais, exactement. Tu vois. Ils étaient en mode, ils ont pris leur douleur au mètre, tu vois. Ils ont bien suivi la méthode et ils se sont dit, bah, je préfère cette vie-là. Et c'est ok. C'est ok. Mec, t'as répondu avec brio à toutes les questions. Parfait. T'es une machine. Je pense qu'on leur a apporté pas mal de value. Ah ouais. Bah, T'as écoutez, intérêt, c'était le petit podcast. J'espère que ça vous a apporté pas mal de valeur. On a essayé vraiment d'aller dans le détail, voilà, d'être sans bullshit, comme vous savez sur la chaîne, c'est un peu le mot d'ordre. Comme d'habitude, si vous êtes une agence, ok, que vous faites entre 5 et 15K par mois, que vous aimeriez aller chercher les 300-500K par an sur les 6 prochains mois en one-to-one avec moi, vous pouvez candidater sur le lien juste en dessous. En tout cas, Thibaut, plaisir de t'avoir eu. Merci d'avoir donné de ton merci temps. pour l'invitation. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot à la commu? On va reprendre la phrase que j'ai dit avant, c'est si t'es pas prêt à sacrifier ce que t'as maintenant pour avoir ce que tu veux, bah, ce que tu veux, ça devient ce sacrifice. Clairement. Sois flexible, prends Take des action. risques, all-in et ça paye. C'est pas la motivation, c'est à quel point t'es obsédé. Exactement. Passez à l'action comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Et dernière chose, j'ai lâché 36K à Charlie Morgan il y a quelques mois. Chaque chose qu'il me dit, genre je le prends comme, genre j'applique et je ferme ma gueule. Et c'est pour ça que j'ai des résultats. Quand tu bosses avec Abdé, quand tu bosses avec quelqu'un, genre ferme ta gueule et juste applique. Parce qu'il sait de quoi il parle. Le gars, ça fait 1h10 qu'il est en train de te parler, il n'y a eu aucun que En train rien de du tout. yapper. Hein? En train de yapper. Ah oui, on a yappé pendant 1h30, 1h10.
C'est parce qu'il est compétent. Candidate, mec. Vraiment. J'apprécie, mec. Aïe, aïe, aïe. On vous dit à la prochaine, les gars. Bisous.